Bon, d'abord, un grand merci à tous les intervenants pour ce débat qui n'est pas clos. Hein. Il n'est pas clos, mais le micro est ouvert. Ok. Bon, il me semble qu'on a eu pas mal d'échanges, difficiles à résumer, mais on a eu d'abord un échange autour du diagnostic et sur des propositions d'inflexion sur les exonérations bas salaires, avec des propositions très concrètes pour un débat éclairé. Bon, alors le débat éclairé n'est pas toujours suivi des faits. Alors les faits, c'est pas des faits magiciennes. Hein. On a eu aussi des témoignages, plusieurs en tout cas, sur la difficulté, on va dire, d'évolution des bas salaires, voilà, sur la difficulté elle-même de négocier dans des entreprises ou dans des branches à bas salaire, en tout cas pour sortir des bas salaires. Et il y a ce qui se passe en entreprise. Alors ça, je dirais, les économistes ont beaucoup l'habitude de traiter ça, mais il y a aussi ce qui se passe dans les branches. C'est peut-être un des points aveugles des travaux d'économistes en général. Il y a ce qui se passe en entreprise, mais les bas salaires, elles sont quand même très concentrées dans les TPE. Et donc là, la négociation de branche est vraiment essentielle. Alors c'est probablement un point à retravailler. Ce qui a été évoqué d'une certaine façon, c'est une forme d'appel à la dynamisation de la négociation de branche, mais aussi d'entreprise. Alors, il reste quand même à en déterminer les leviers. Alors, on a parlé de sanctions, on a parlé de différentes choses. On a parlé beaucoup de transparence, et c'est vrai que la question de la transparence sur les exonérations bas salaires, elle se pose au niveau de l'entreprise, au niveau des secteurs, et au niveau global. Hein. Alors, il y a un gros travail qui est fait au niveau macroéconomique par l'ACOS, mais il faudrait qu'on puisse le décliner vraiment dans les branches et dans les entreprises. Donc certains ont évoqué des questions d'indexation des minima de branche, d'autres des sanctions, des modulations. Ça reste en débat. On verra ce que dit le Haut Conseil aux rémunérations. Je m'arrête là parce que c'est tellement long. Voilà. Ont été évoquées la question du ciblage des exonérations, qui est quand même beaucoup apparu. Est-ce que c'est bien raisonnable d'aller au-delà d'un 6 ? Est-ce que c'est bien raisonnable d'aller jusqu'à 3 dans les propositions les plus récentes ? Avec la question derrière, c'est quel type de modèle productif on souhaite promouvoir ? Quelle incitation à positionner l'économie française sur un chemin, on va dire, haut, avec des produits de qualité ou à haute valeur ajoutée ? Faut-il continuer finalement à faire de la France une économie de service ? On l'a évoqué, alors ça participe à la compétitivité, mais on est quand même dans un contexte de forte désindustrialisation. Voilà. La question de la conditionnalité est très forte, elle est rappelée. Moi, elle me paraît encore complexe, je dois dire, vue de loin. N'étant pas négociateur, n'étant pas non plus homme politique, je la trouve compliquée. C'est à quel niveau la fixer ? Est-ce qu'il faut la fixer au niveau de l'entreprise alors même qu'elle subit, on va dire, des remontées, on va dire, de manne financière vers plus haut ? Est-ce qu'il faut la mettre au niveau du groupe ? Est-ce qu'il faut la mettre au niveau de la branche ? Voilà, il me semble que la question de la sous-traitance, elle reste très très importante. Ces sous-traitances en cascade, alors probablement, c'est un des points qu'on évoque avec Jérôme dans notre rapport, mais qui mériterait quand même d'être, je dirais, poursuivi, enfin quantifié sur le renforcement des exonérations de cotisations, l'impact de ces exonérations sur le renforcement de l'externalisation, qui pose quand même des questions redoutables pour l'ensemble des acteurs. Voilà. On a évoqué beaucoup de choses. Peut-être, moi, je voudrais juste dire un mot sur ce qu'on pourrait appeler le triangle d'incompatibilité. Alors, je ne sais pas si c'est évoqué dans le rapport. Je sais qu'on en avait parlé avec Étienne Vasmer, mais il y a un triangle d'incompatibilité. Alors, normalement, on utilise ça plutôt en macroéconomie, mais là, on peut l'utiliser dans l'entreprise et dire, enfin, l'entreprise pas seulement, mais on ne pourra pas avoir à la fois des emplois élevés, des salaires élevés et un budget réduit, d'accord, il va falloir choisir dans les formes qui sont là, celles qui ne détruisent pas trop d'emplois, permettent quand même une dynamique salariale importante et un budget, on va dire, raisonnable. Alors, est-ce qu'il faut baisser, est-ce qu'il faut augmenter ? Je laisse les acteurs choisir, mais en tout cas, il y a à se positionner sur ces 3 dimensions d'exonération de cotisations sociales.
Voilà. Et peut-être que les évaluations qu'il y a eu jusqu'à maintenant n'ont pas trop porté en fait sur ce trilemme, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas sur cette dimension-là. Il y a un choix à faire. Alors ce qu'on voit, c'est que dans le rapport Bozio-Wasmer, y a un choix qui est fait, hein, c'est était de maintenir à l'équilibre budgétaire, de réduire la pente, voilà, pour transférer. On voit bien que le débat sur le PLFSS montre que les esprits ne sont pas encore tout à fait prêts à discuter sérieusement de où est-ce qu'on se situe dans cette négociation sur ces trois dimensions. En tout cas, ils ne sont pas tout à fait mûrs sur une réorientation des politiques d'exonération. On voit bien les tensions qu'il y a eu. Le choix qui a été pris en 2025 est assez surprenant. J'ai trouvé Antoine tout à fait raisonnable, mais le choix 2025 n'a rien à voir avec ce rapport. Et le choix 2026, bon, peut-être, mais quand même, c'est très différent. En tout cas, c'est bizarre de se revendiquer de ce point-là. Les questions d'évaluation sont très présentes, alors à la fois pour avoir plus de transparence, plus d'informations. Alors cette information, elle doit être au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche, au niveau macroéconomique, etc. Et l'évaluation. Alors, cette évaluation, moi, quand on sort le mot évaluation, j'ai toujours une hésitation, parce que ce n'est pas qu'une question technique, ce n'est pas qu'une question statistique, ce n'est pas qu'une question d'évaluation économétrique. Ça y participe, mais bien évidemment, l'évaluation, c'est aussi celle qu'en font les acteurs. Comment les acteurs s'emparent de ces sujets. Donc ça nécessite des informations. Il a été rappelé la nécessité de pouvoir, discuter des usages. Enfin, il y a une innovation peut-être ces dernières années sur les effets emploi des exonérations, c'est de dire c'est pas seulement les bas salaires qui sont concernés, il y a une espèce de manne financière, et cette manne financière, elle peut être utilisée à des choses très différentes dans l'entreprise. Dans les branches aussi. Elle peut être utilisée très différemment. À partir du moment où elle peut être utilisée très différemment, on peut discuter de l'usage. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va employer des gens à bas salaire? Est-ce qu'on va augmenter les hauts salaires parce qu'on est en pénurie? Est-ce qu'on va faire des investissements? Est-ce qu'on va faire des investissements qui favorisent l'emploi, des investissements qui substituent à l'emploi, etc. Donc cet usage, il est important. Et là, j'ai entendu la nécessité que les CSE s'emparent de ce sujet avec plusieurs difficultés. Le premier, c'est celle du périmètre du CSE. Donc voilà, il ne prend pas en compte l'ensemble de la chaîne. Voilà, la difficulté à s'emparer du sujet. J'ai un exemple antérieur. Je rappelle qu'au moment du CICE, il a été mis en place une information consultation sur le CICE. Le bilan qui en a été fait n'était pas extrêmement favorable. C'est-à-dire que c'est quand même un objet technique compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à penser cette information consultation avec l'appui d'experts qui racontent c'est quoi l'usage. L'usage, c'est pas ce qu'on raconte, on dit voilà, je l'ai utilisé pour faire des emplois, de la formation, etc. Il faut arriver à tracer ça. Et je trouve que là, il y a un enjeu assez important à définir comment on fait cette information consultation. Enfin, sur l'évaluation, toujours, on voit bien que les recommandations, elles peuvent être assez variées, et on voit bien qu'elles n'est pas toujours suivies d'effet. Je dirais que l'exemple du PLFSS est assez frappant de ce point de vue, mais je ne vais pas trop ironiser sur cette période. Voilà, dernier point, j'espère qu'effectivement le Haut Conseil sera en capacité de mobiliser à la fois ces différentes évaluations techniques, mais aussi que les acteurs puissent s'en emparer. Peut-être mobiliser des outils pour mieux comprendre ce que font les exonérations de cotisations sociales. Mais d'abord, un grand merci aux intervenants pour ces échanges. Merci Frédéric, on arrive au terme de cette matinée. Merci d'avoir synthétisé les enjeux vraiment précis et contextualisés de cette question des exonérations de cotisations bas salaires. Alors moi, je vais maintenant parler en tant que présidente de l'IRES, je vais retraduire ce que l'on a pu dire sous l'angle tout simplement de cette fameuse Véronique dont on avait parlé en introduction, qui est cette personne de 50 ans
cette fameuse smicarde qui finalement, si elle nous écoutait aujourd'hui, tout comme Vincent, elle dirait bah oui, je suis bien moi bloquée sur mon niveau salarial et ça c'est inacceptable. Cette question des exonérations de cotisations bas salaire, il y a aujourd'hui un ici et maintenant, une urgence à résoudre cette question. Ça pourrait très bien devenir une arlésienne parlementaire. On verra ce qu'il en sera. En tout cas, il y a une urgence de justice sociale à traiter ce sujet. Alors cette Véronique, si elle travaillait dans une TPE, en moyenne 1,6 salariés, Vincent, elle s'en remettrait à la branche pour résoudre son problème. Alors, on n'a peut-être pas assez parlé concrètement de comment ça se négocie dans les branches. Peut-être on aurait dû rendre visible cela, mais ça pourrait être un futur travail ensemble de l'IRES. En tout cas, il y a cette question de la loyauté qu'utilisait Dominique. Qui est, voilà, où on pourrait se dire, enfin, l'UNSA le proposait, qu'il faudrait à ce moment-là mettre en place un certain nombre de sanctions éventuelles. Voilà, ça peut être une ligne d'autres organisations comme la mienne, enfin voilà, ça peut être tout à fait combiné d'ailleurs, indique qu'il s'agit de faire en sorte que l'on puisse négocier les classifications très très régulièrement, peut-être à 5 ans, enfin qu'il y ait que l'on se dise, que l'on négocie régulièrement dans les branches. Et puis si Véronique n'était pas dans cette TPE avec 1,6 salariés en moyenne, elle serait peut-être dans une très très grande entreprise. Elle serait dans une très très grande entreprise et là elle a compris et elle se désole, Véronique, que aujourd'hui ces exonérations de cotisations constituent quelque chose de non ciblé pour elle. Que peut-être ça peut être utilisé pour résoudre le problème principal des très grandes entreprises du modèle aujourd'hui, qui sont les tensions de recrutement. Et tensions de recrutement qui sont particulièrement vives, par exemple chez les cadres. Et donc, elle ne peut que se désoler et trouver ça absolument inacceptable. Alors que pourrait faire Véronique, eh bien, elle pourrait avoir demandé davantage de droits de regard, demander davantage d'évaluation, comme tu le disais, sur le montant de cette manne d'exonération. Enfin, c'est vrai que Nicolas le disait tout à l'heure, il s'agit quand même de 80 milliards d'euros de budget, donc c'est aussi un point important. Alors avoir de l'information là-dessus, non, évidemment, ce n'est pas du chantage, hein. C'est de la transparence normale, démocratique, j'ai envie de dire, sur les politiques publiques. Alors Frédéric, tout à l'heure, tu nous as dit que tout cela reste choix. Tu as évoqué ce triangle d'incompatibilité qu'il y a entre emploi, salaire et budget. Alors, qui dit choix, dit dans cette salle négociation. Je crois que ça a été le terme le plus utilisé dans cette matinée. Alors, toutes les OS l'ont dit, l'enjeu, c'est la cible, c'est vraiment la qualité des emplois dans un contexte de compétitivité, vous l'avez dit, Valérie Decaux, c'est faire en sorte que les politiques d'emploi puissent être vraiment activées pour qu'on puisse favoriser les transitions de nos entreprises, transition écologique, numérique. Enfin, on sait à quel choc nous devrons affronter dans les années, voire les mois, tellement elles s'accélèrent, qui viennent. Alors c'est être capable, pour cette Véronique dont je vous parle, de pouvoir activer une politique de reconversion, par exemple. De savoir avec quel financement elle va aller, de savoir aussi comment ces qualifications vont être reconnues et avec quel temps elle va pouvoir se former. Je vous remercie pour et tout le bureau qui est présent aujourd'hui dans cette totalité, vous remercie pour la participation à cette matinée. À l'origine, l'IRES, c'est un centre de recherche, d'abord c'est un centre de recherche commun, et puis c'est aussi des commandes des organisations syndicales sur des sujets qui nous sont chers, et c'est extrêmement
important pour nous. Alors, il se trouve que cette étude avait été adressée à Frédéric et à Jérôme. C'est Laurine Omnes qui est présente ici, qui a piloté tout ce travail d'interface avec la CFDT. Ce dialogue entre la recherche et les acteurs sociaux est essentiel à la qualité de notre débat démocratique. Voilà, les documents, vous avez quelques exemplaires du rapport qui sont ici présents, des synthèses surtout, et puis ce n'était pas qu'un rapport CFDT, voyez comme nous avons travaillé ensemble sur ce sujet. Alors, l'IRES ne va pas s'arrêter à ça, il y aura d'autres sujets ainsi d'hyper-actualité sur lesquels, alors, on verra si c'est sur des rapports qui auront été commandés par des organisations syndicales ou des rapports en propre des études du centre commun. En tout cas, régulièrement, nous souhaiterons ainsi croiser la recherche avec les acteurs sociaux dans le ici et maintenant des choix que des responsables ont à faire. Voilà, merci à tous. Merci.